Les 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022 ont été inculpés et écroués, mais sous mandat de dépôt. Voilà l'une des principales thématiques que nous aurons ce matin. Par cette mesure, il ne s'agit-il pas bien sûr d'un message fort envoyé par le gouvernement de transition à l'encontre de ceux qui tentent d'une façon ou d'une autre à violer la souveraineté du Mali? Dans le cadre de cette émission matinale, nous reviendrons également sur la reprise des rotations des contingents de la MINUSMA. L'information est tombée samedi dernier, soit 24 heures après l'inculpation des 49 militaires ivoiriens. Ces deux événements n'ont-ils pas un lien direct? En tout cas, on va essayer de, bien sûr, d'y voir un peu plus clair dans le cadre de cette émission matinale où nous irons également du côté du Burkina Faso retrouver le mouvement M30 qui a amorcé depuis vendredi dernier une série de manifestations. Première étape, Ouagadougou, bien sûr l'ambassade de France au Mali. Vous écouterez bien sûr tour à tour dans le cadre de cette émission matinale Madame Monique Yedikaba, coordonnatrice du mouvement M30 et bien sûr Nestor Podassé, l'un des membres fondateurs du dit mouvement qui ne décolère pas puisqu'il y a également de nouvelles manifestations qui sont annoncées pour vendredi prochain. Deuxième étape, Bobo Dioulasso. Voilà donc autant de thématiques sur lesquelles nous reviendrons longuement dans le cadre de cette émission matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant, bien sûr, de prendre l'instant de la revue de presse sur For You Télévision, laissez-moi vous présenter le premier panéliste de ce matin. Il s'agit bien sûr de notre consultant permanent, M. Abdama, qui nous fait l'honneur d'être une fois de plus des nôtres ce matin. Bonjour, M. Dama. Bonjour, mon ami et estimé frère Guéné. Bonjour également à tous nos milliers de téléspectateurs, sans oublier le top management de For You Media. Je ne serai pas en restant dit bonjour, un bonjour particulier à nos techniciens ô combien valeureux qui se battent autant que faire se peut afin que nous soyons toujours visibles mais aussi audibles. Un salut particulier à la rédaction de For You Media. Une très bonne émission, un bon début de semaine à tout le monde. Vous ne serez pas seul puisque bien sûr du côté de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, il sera également des nôtres. Dans quelques instants, le temps bien sûr au réalisateur d'opérer cette petite magie afin qu'on puisse bien sûr l'avoir. On me fait signe, on me fait savoir qu'il est déjà des nôtres ce matin dans le cadre de cette émission matinale. Bonjour Nestor Podassé. Bonjour mon frère, bonjour à mon couple panéliste, bonjour aux techniciens, bonjour au PDG, bonjour à tous les Africains, ceux qui sont en Afrique comme ceux qui sont à la diaspora, et bonjour à tous les combattants de la liberté. Tous les combattants de la liberté, lui également en est un. Il s'agit d'Issa Diawara qu'on aura également dans quelques minutes seulement, peut-être après la revue de presse. Madame, bonjour, monsieur, bonjour, bienvenue à cet autre rendez-vous de l'édition de la revue presse sur les antennes de For You Télévision. On met directement le cap du côté du Mali et on va s'accentuer sur Mali Actu qui est titré donc « Le Mali indique ne pas avoir refusé le survol de son territoire au contingent allemand de la MINUSMA. Le Mali n'a pas refusé le survol de son territoire aux avions du contingent allemand, mais il a été juste demandé à l'Allemagne de se conformer au nouveau mécanisme d'approbation des rotations qui a été établi pour des impératifs de sécurité nationale, a indiqué samedi la cellule de communication du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, MAICI, sur le site du département. L'Allemagne a annoncé vendredi la suspension de la majeure partie de ses opérations militaires dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, évoquant un nouveau refus de survol par le gouvernement malien. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Mali, Dietrich Paul, a été reçu par la suite par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur les questions bilatérales et la rotation du contingent allemand de la MINUSMA, a affirmé la cellule de communication du MAICI. Suite aux fausses informations faisant état d'un refus des autorités maliennes d'accorder l'autorisation de survol au contingent allemand, le ministre Diop a expliqué à son autre la mise en place d'un nouveau mécanisme d'approbation des rotations.
Mali Web, ce matin, par l'attaque terroriste à Tessit, les clarifications de l'armée malienne. Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, a expliqué devant les journalistes les circonstances dans lesquelles l'attaque terroriste à Tessit s'est déroulée. Cette attaque a fait 42 morts chez les FAMA et 37 chez les terroristes. La conférence a eu lieu dans la salle de conférence du service devant une brochette de journalistes en fin de semaine dernière. Toujours avec Mali Web, la MINUSMA annonce la reprise de toutes les rotations de contingents suspendues par le gouvernement. Les auteurs de la transition les avaient suspendues pour dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents opérant au sein de la MINUSMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a donc annoncé samedi la reprise des rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA dès ce lundi après leur suspension par le gouvernement de la transition du Mali. Soulignant en effet le 14 juillet dernier, le gouvernement de la transition du Mali avait décidé de suspendre toutes les rotations du contingent militaire et policier de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, et ce pour des raisons de sécurité nationale. Mali Web, Gao, ultimatum des populations à Barkhane. Les populations donnent un délai de 3 jours aux forces françaises pour quitter la cité des Askia. Cet ultimatum a été lancé dans une manifestation organisée donc samedi à Gao, dimanche. À l'expiration de ce délai, aucun mouvement de Barkhane ne sera accepté par les populations à Gao. Les manifestants ont annoncé le jeu des Français qui traînent le pas pour partir et certains intervenants ont dénoncé la collaboration de la France avec les terroristes. L'attaque du poste militaire de Tessit est à l'origine de cette colère des populations locales. Au cours de cette attaque, des doigts ont été pointés en direction des Français. Ceci aurait apporté un soutien aux assaillants. Ouagadougou avec le Burkina Faso lutte contre le terrorisme. Les signes de la bascule stratégique sont déjà perceptibles. Le ministre burkinabé en charge de la défense nationale, le général de brigade Barthélémy Simpore, a soutenu le vendredi 12 août 2022 face à la presse que les signes de la bascule stratégique sont déjà perceptibles, invitant la nation à faire confiance à l'armée et aux forces de sécurité en lutte contre les attaques armées. Actualité CD en RDC, adoption du projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au nord Kivu. Le projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du nord Kivu a été adopté par le gouvernement lors de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 12 août 2022 sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce texte de loi a été présenté et défendu par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prendra effet à partir du 19 août prochain. Toujours avec actualité CDRDC, toujours adoption du dossier relatif au chronogramme de la mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Le gouvernement a adopté le dossier relatif au chronogramme de la mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap, à la suite de sa présentation par Irène Essambo-Diatta, ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, lors de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 12 août 2022. Du côté de la Côte d'Ivoire avec Abidjan.net, on parle politique. Mali, 49 militaires ivoiriens accusés d'être des mercenaires inculpés et écroués. Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés par les militaires au pouvoir au Mali d'être des mercenaires. Ceux qui nient Abidjan ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués après ce dimanche 14 août de plusieurs sources judiciaires. Les 49 militaires ivoiriens ont été inculpés vendredi pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et mis sous mandat de dépôt, a déclaré à l'AFP une source judiciaire malienne proche du dossier. Un proche collaborateur du procureur a confirmé l'information à l'AFP. Toujours avec Abidjan.net, affaire dite des 49 militaires ivoiriens arrêtés, un deuxième round de pourparlers en vue à Lomé. Alors que le premier round de négociations a tourné court entre Maliens et Ivoiriens, un second round de pourparlers est en vue cette fois-ci avec l'implication de plusieurs acteurs pour la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport président Modibo Keïta de Sinou. Afin de trouver une issue favorable, Maliens et Ivoiriens projettent de se revoir pour une seconde session de négociations après que la première a tourné court. Pour l'ouverture
l'ouverture de ce second tour round à Lomé, plusieurs nouveaux acteurs entrent en jeu pour épauler fort le médiateur désigné par les deux parties. Selon les confrères Jeune Afrique, Alassane Ouattara table sur les prisons d'exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et Oumaro Sissoco Embalo de la CEDEAO. Toujours avec Abidjan.net, on parle d'Ibrahima Cissé Bakongo, nommé secrétaire exécutif du RHDP. L'ex-ministre de la fonction publique, Ibrahima Cissé Bakongo, a été nommé vendredi au poste de secrétaire exécutif du Rassemblement des Ouestistes pour la démocratie et la paix RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire en remplacement de Aktama Bictogo a appris. Et donc, de sources officielles, Abidjan.net, le président du Rassemblement des Ouestistes pour la démocratie et la paix, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé vendredi 12 août 2022 à la signature d'une décision portant donc nomination d'Ibrahima Cissé Bakongo au poste de secrétaire exécutif du RHDP en remplacement d'Adama Bictogo, rapporte un communiqué du parti présidentiel ivoirien signé par son président Alassane Ouattara. RTI Info, République démocratique du Congo, 4 Congolais tués et 2 Chinois disparus dans l'attaque d'un site minier. 4 personnes dont un militaire congolais ont été tués et 2 ressortissants chinois sont portés disparus dans l'attaque d'un site d'exploitation artisanale d'or par des miliciens survenus dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris vendredi 12 août 2022 de sources militaires. Gabon Review, Gabon Ondo Ossa propose une concertation pour le départ d'Ali Bongo et une transition de 12 à 24 mois. Après sa sortie d'avril, l'universitaire Albert Ondo Ossa s'est de nouveau exprimé le 13 août. Il a exposé lors d'une conférence de presse sur le thème consacré au redressement du Gabon, dans la mesure où il estime qu'on nous a comprimés pendant 50 ans et qu'il faut qu'on nous en sorte. Il propose une concertation inclusive et une transition pouvant aller de 12 à 24 mois car trop de sang a coulé inutilement au Gabon. Toujours Gabon Review, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies en séjour au Gabon, Abdoulaye Saïd, séjournera près d'une semaine durant au Gabon où il rencontrera Ali Bongo avec lequel il abordera entre autres la question de la conservation des forêts du bassin du Congo. Une rencontre avec les organisations de la société civile gabonaise est également prévue au programme. Du 14 au 19 août, donc, Abdoulaye Saïd effectuera une visite au Gabon, informe les services du système des Nations Unies au cours de son séjour qui coïncide avec les célébrations de la fête nationale de l'indépendance du Gabon. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies s'entretiendra avec Ali Bongo. Il s'agira, précise-t-on, comme souligné plus haut, d'échanger sur les sujets d'intérêt commun tels que l'armée reprise avec la pandémie de la COVID-19 et les efforts pour lutter contre le changement climatique. Gabon Review une fois de plus, paix et stabilité, le Tchad peut compter sur le Gabon, assure Ali Bongo. À la faveur de la visite samedi 13 août à Libreville, général Mahamat Idriss Déby Itno, sa première depuis son arrivée au pouvoir en avril 2021, le président de Gabonais a promis le soutien de son pays pour le maintien de la paix et de la stabilité au Tchad. Du côté, cette fois-ci avec Abidjan, cette fois-ci donc avec Tchad Info, Égypte, 41 morts dans l'incendie d'une église à Dizay, nous fait savoir dans le journal ce matin. Au moins 41 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans un violent incendie qui s'est déclaré dimanche dans une église copte dans la province égyptienne de Dizay, a annoncé le ministère égyptien de la Santé. Abidjan, Tchad Info, encore. Désignation des jeunes pour le dialogue. Le rapporteur général du comité dénonce des irrégularités dans le processus. Démissionner ou dénoncer, s'interroge-t-il? C'est la question que se pose le rapporteur général du comité de coordination du mécanisme de participation au dialogue national, Hamid Youssouf Souleymane, après avoir constaté des irrégularités dans le processus de désignation des jeunes qui doivent participer à cette grande rencontre. On reste avec Tchad Info, diplomatie. Le Gabon réitère son soutien à la transition en cours au Tchad. Arrivé samedi 13 août à Libreville, le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo. L'audience est déroulée au palais Rénovation. Les échanges entre les deux homologues ont porté sur les questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la paix et la sécurité dans la sous-région et le continent, ainsi que sur le renforcement des liens de coopération multiforme entre le Gabon et le Tchad, a indiqué la présidence gabonaise.
Les deux chefs d'État se sont félicités mutuellement pour les efforts en faveur de la paix dans la sous-région. De même, Ali Bongo a réitéré au cours de cette audience son soutien à la transition en cours au Tchad et a encouragé les autorités pour les initiatives concourant à organiser un dialogue national inclusif. Le Tchad peut compter sur le Gabon, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, pour œuvrer en faveur de la paix, de la stabilité et pour renforcer nos relations bilatérales sur tous les plans, a tweeté le président Ali Bongo. Il faut rappeler donc, comme le soulignait, c'est la toute première visite du chef de l'État tchadien au Gabon depuis son accession au pouvoir en avril 2021. Journal du Tchad, ce matin, parle donc des conditions de succès à Masra pour participer au dialogue national inclusif. En marge des activités du 11 août sont célébrées récemment, 2022, le leader des transformateurs fait une déclaration à son quartier général. Succès Masra propose au chef de la transition de consacrer l'éligibilité encadrée pour les élections post-transition. En présence d'une foule de militants, Succès Masra a fait des propositions en vue du dialogue national inclusif qui s'ouvre le 20 août 2022, une déclaration qui intervient à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le leader des transformateurs demande au chef du Conseil militaire de transition de consacrer dans un acte à la fois la souveraineté du dialogue et l'éligibilité encadrée pour les élections post-transition. En clair, ceux qui veulent être candidats aux élections post-dialogue ne doivent pas gérer la transition qui va commencer après le dialogue, ceci pour garantir l'objectivité au nom du principe qu'on ne peut être juge et partie prenante. Journal du Tchad encore. Le ministère de l'élevage prépare l'audit coopératif du bassin du Niger. Il s'est tenu vendredi 12 août au ministère de l'élevage et des productions animales une rencontre d'échange préliminaire sur la réalisation d'un audit coopératif du bassin du Niger. L'assise a été présidée par Dr Abderrahim Atouat Ateib, ministre en charge de l'élevage. L'équipe de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Tchad qui a effectué le déplacement du ministère était conduite par la présidence de l'institution Zahra Brahim Mahamat Itno. Il faut dire que sous la présidence de cet audit s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action de la FROSAI 2022-2023 et l'objectif fixé est de vérifier si les pays membres et les acteurs concernés respectent les normes et les meilleures pratiques de la gestion du bassin du Niger. Tchad Info, on y revient. Dialogue national inclusif. 102 délégués des politico-militaires sont en N'Djamena. Ce sont des délégués donc politico-militaires signataires de l'accord de paix de Doha ont rallié N'Djamena en début de soirée du 13 août en provenance du Qatar. C'est fait, la première vague des politico-militaires est donc de retour ensemble avec l'équipe gouvernementale qui a conduit les négociations. Autorités, parents et connaissances leur ont réservé un accueil chaleureux à l'aéroport Hassan Djamous. Ce retour est rendu possible par l'accord de Doha. Le gouvernement a accepté d'accorder l'amnistie générale aux membres des groupes armés, ceci dans le but de faciliter leur participation au dialogue national inclusif prévu pour le 20 août. Du côté de la Centrafrique, avec bien sûr ce matin, agence Centrafrique, Bangui se prépare à abriter l'atelier sous-régional de présentation des résultats de l'OPACA. Bangui, capitale, la République centrafricaine, va abriter le 18 août prochain un atelier sous-régional de présentation des résultats de l'Observatoire régional des pratiques anormales sur les principaux corridors de l'Afrique centrale. L'enjeu de cet atelier est de présenter aux parties prenantes ainsi qu'à l'opinion publique les objectivités du projet d'une part et d'autre part d'examiner les derniers résultats de l'OPA, de faire le suivi des premières recommandations et de rediriger de nouvelles recommandations à l'attention des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Voilà donc, c'est avec bien sûr le journal Agence Bangui que nous mettons un terme à cette édition de la revue des presse. Merci à vous, Noira. Il faut le dire, clairement, l'information qui fait le tour de la toile, c'est celle bien sûr en rapport avec l'inculpation des 49 militaires ivoiriens interpellés dans un premier temps à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. C'était le 10 juillet 2022. Les différents sites d'information en font écho ce matin, que ce soit du côté du Mali ou encore du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est une information qui vient quelque peu sembler à un moment donné perturber les négociations donc on devrait avoir lieu entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais qui d'un autre côté il y a un message toutefois avancé. C'est bien sûr dans le cadre de ce que le Mali voudrait aux yeux de tout le monde faire comprendre que c'est un pays qui a toute sa légitimité, du moins bénéficiant celle du peuple, je parle du gouvernement, et puis tout son pouvoir d'agir en tant qu'un État souverain et indépendant qui ne devrait en aucun cas donc lésiner sur certains faits.
Et on se souvient clairement que après que le Mali ait tenté de trouver tous les moyens prouvant donc l'origine de ces soldats ivoiriens, ou du moins la raison pour laquelle ceux-ci étaient du côté du Mali, il n'y avait pas eu de réelle raison qui avait été avancée. Ils ont donc été déclarés comme des mercenaires. Le gouvernement ivoirien, à son tour, a tenté de vouloir trouver certains propos, mais qui semblaient être tout simplement des sortes de dilatoires, parce que ceux-ci n'avaient pas de réels arguments pour défendre toujours ce que l'on sait. On sait qu'ils sont des Ivoiriens, et que le gouvernement ivoirien a dit devoir faire tous les efforts possibles pour pouvoir les sortir. Maintenant, le Mali, à son niveau, est en train de faire avancer les choses. Du moment où ceux-ci sont écroués, on sait que directement c'est la prison. Donc le jeu va être beaucoup plus diplomatique qu'il ne devait l'être, parce qu'il va falloir cette fois-ci passer maintenant par la justice, faire en sorte qu'on puisse peut-être annuler la procédure d'inculpation ou bien d'écrou qui a été avancée et voir sous quelle mesure ceci pourrait rentrer. On attend de voir le second round tel que nous l'ont annoncé les journaux du côté de Lomé, et espérant bien sûr que l'intervention du président de l'Union africaine d'exercice Macky Sall, son excellence, et puis aussi Omaro Sissoko Mbalo de la CEDEAO vont permettre leur présence de telle en sorte que les choses aillent pour le mieux. Et ce qui est aussi très intéressant avec la diplomatie et les relations internationales, c'est que sur ce cours de l'aspect de la défense ou bien d'une atteinte à la sûreté de l'État, tel que cela a été avancé comme motif, les deux pays, chacun de son côté, voudrait faire asseoir son autorité et puis sa souveraineté. Mais entre Maliens, normalement, sur l'aspect économique et financier, tout marche pour le mieux. Tout marche pour le mieux en tout cas, c'est ce qu'on essaiera également de comprendre, mais on vous raccompagne quand même. Bonne journée et surtout bon début de semaine à vous. Merci, meilleur à vous également. Merci à vous d'être nombreux à chaque fois. Merci à vous d'avoir choisi For You Télévision pour vous informer ce matin. Je vous le disais d'entrée, nous allons bien sûr nous attarder dans un premier temps sur cette inculpation des 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet 2022 du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Ces derniers ont donc été inculpés. Le motif avancé par le gouvernement de la transition est bien sûr celui relatif à l'atteinte de la sûreté de l'État malien. L'information a été rendue publique en fin de semaine dernière, c'était vendredi. Juste après, bien sûr, il y a eu l'annonce de la reprise des rotations des contingents de la MINUSMA. Je vous l'ai dit dans le cadre de cette émission matinale, nous aurons également du côté du Burkina Faso reparlé du mouvement M30 qui a amorcé une série de manifestations depuis vendredi dernier. La prochaine étape est prévue pour vendredi prochain. Dans le cadre, bien sûr, de cette émission, il est déjà en direct et connecté avec nous. Il s'agit bien sûr de Nestor Podassé. Mais prenons d'abord la première thématique. On vous rappelle, l'émission est interactive. Vous pouvez bien sûr également nous écrire ou alors nous appeler afin de nous donner votre point de vue sur les différentes thématiques qui sont abordées ce matin. On prend la première thématique avec bien sûr vous, en premier, Monsieur Ndama, vous qui êtes bien sûr sur le plateau à l'instant. L'annonce a donc été faite, l'inculpation a été prononcée par les autorités judiciaires du côté du Mali. Quelle première grille de lecture faites-vous de cette décision de justice prise donc par les autorités? Bien évidemment, c'est un acte de procédure qui est une pratique normale au sein d'une juridiction à partir du moment où il y a des suspects et qu'en réalité les forces de défense et de sécurité ou encore les officiers de police judiciaire mettent la main sur des personnes suspectes. Et dans les règles de procédure telles que précisées par la procédure pénale, il est important qu'il y ait un délai prescrit pour que l'affaire soit enrôlée auprès des juridictions compétentes. Et dans le cas d'espèce, les 49 soldats ont été arrêtés en terre malienne, des 49 soldats de nationalité ivoirienne. Ça veut dire qu'en réalité, qu'il y a violation de territoire et par conséquent, ces derniers disposaient à leur sein un certain nombre d'arsenals de guerre et en réalité, leur identité prêtait à équivoque. Fort de cela, il y a une infraction qui jusqu'ici a été retenue contre eux, notamment ils ont été qualifiés de mercenaires. Et pour donc, la réqualification juridique, les infractions retenues contre ces 49 soldats, c'est bien entendu l'hostilité contre la patrie et tentative à la sûreté de l'État. Je crois que c'est une affaire normale et dans le cas d'espèce, la juridiction compétente en la matière ne peut être que le tribunal militaire qui est compétent en matière d'infractions commises par des hommes en tenue.
dans le cas d'espèce, le tribunal militaire qui a qualité de bien vouloir se pencher sur l'affaire. Et aujourd'hui, le juge en question qui a la charge de l'affaire, bien entendu, a décidé de signer un mandat de dépôt. Oui. Un mandat de dépôt, c'est juste une décision préventive en réalité qui n'a rien à voir avec la décision définitive en ce qui concerne le droit. Donc c'est une décision préventive, une décision qui n'est pas définitive, qui vise bien entendu à permettre à ce que les suspects puissent être déposés dans un établissement pénitentiaire. Question de mener davantage les enquêtes pour que le débat soit ouvert au tribunal. Donc, pour le moment, ils ne sont pas encore condamnés, puisque, quoi que l'on dise, ils bénéficient encore de ce qu'on appelle techniquement en droit d'une présomption d'innocence. Et c'est à ce juste titre que le juge a estimé de signer un mandat de dépôt, question d'approfondir avec les enquêtes. Mais quoi qu'il en soit, ces 49 soldats risquent une peine risque d'être inculpés. Les infractions qui sont retenues contre ces derniers relèvent notamment de l'article 102 du code pénal malien, qui en réalité qualifie l'infraction en la matière, notamment c'est l'hostilité à la patrie. Et je crois que l'article 102 et suivant clarifie en quelque sorte en termes de condamnation le nombre d'années à passer, le nombre d'années que ces derniers risquent obtenir en termes de privation de leur liberté. Donc je crois que c'est une décision, on constate l'implication juste du judiciaire sur une affaire ou encore qui devait être réglée par l'aspect diplomatique. Maintenant, est-ce que, puisque l'affaire a été déclenchée sur le plan judiciaire, lorsque le judiciaire se met dans l'affaire, est-ce que la diplomatie aura encore voix au chapitre pour pouvoir permettre l'arrêt de poursuite contre ces 49 soldats? Donc voilà autant de questions qui méritent d'être posées. Donc, mais quoi qu'il en soit, si l'on reste sur ce qui relève du fait, l'affaire a été transférée auprès des juridictions compétentes. Pourquoi? Parce qu'il y a 49 personnes de nationalité étrangère, encore des hommes en tenue qui ont été retrouvés en terre malienne dans les conditions irrégulières. Et par conséquent, l'affaire a traîné. Et aujourd'hui, le judiciaire s'est saisi de l'affaire. Je crois que la procédure judiciaire a enclenché. Et au fur et à mesure, les enquêtes vont se poursuivre et que les responsabilités seront établies. Et l'affaire sera donc transférée en débat pour qu'en réalité, les uns et les autres puissent apporter leurs arguments pour pouvoir justifier peut-être leur implication, leur présence officielle ou pas en termes maliens. Mais quoi que l'on dise, en l'état, ces 49 soldats sont placés sur mandat de dépôt et c'est juste une décision qui rentre dans la procédure judiciaire. Cette décision prise par le juge vise tout simplement à mettre ces 49 soldats dans un établissement pénitentiaire. Mais force est de constater que le mandat de dépôt aucunement n'est une décision définitive qui condamne ces 49 soldats. Ce n'est peut-être pas une décision définitive, ça c'est sûr. Mais est-ce que cette décision judiciaire, Nestor Podassé, ne traduit pas les avancées peu significatives observées sur ce dossier depuis un peu plus d'un mois aujourd'hui? Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Je dirais que les 49 mercenaires, normalement, un mercenaire, on ne doit même pas le juger, il doit passer au poteau directement. C'est parce que la transition malienne a été très humaniste. Ils ont essayé d'aller vers les juridictions, ils ont essayé de passer par les autres. Donc, pour moi, ils ont été très cléments parce qu'ils sont humanistes et qu'ils ne voulaient pas aller à la frontière directement avec la Côte d'Ivoire. Normalement, ça ne devrait même pas être médiatisé. Je vous ai donné un exemple pareil. Alassane Ouattara a envoyé des mercenaires ici pendant le coup d'État de Guinguéré en 2015, en septembre de 2015. Mais quand le RSP a été défait militairement par les autres frères d'armes, mais les mercenaires qu'on a trouvés dans le camp, on les a nettoyés. Mais à la fin, on a dit zéro mort. On a dit pas d'effusion de sang, mais les mercenaires qui étaient déjà invités, tous nettoyés. Voilà, donc c'est comme ça. Un mercenaire, on nettoie et il n'y a plus de paroles, quoi. Maintenant, le pays qui l'a envoyé en mission, ça a lui de régler ça avec sa famille. Ils vont inventer là-bas des mensonges pour dire oui, ils sont tombés au front, tel endroit, c'est tout. Sinon, les mercenaires ivoiriens, ils ne sont pas à leur première forfaiture. Pendant le coup d'État de Sanogo en 2012, on a attrapé Chéri Ousmane avec ses hommes là-bas. Ils étaient allés pour faire un contre-coup d'État contre Sanogo, ça a échoué.
Au Burkina Faso, ça a échoué, mais tous ceux qui sont venus au Burkina Faso, personne n'est sorti, on les a tous enterrés ici. Et c'est pas allé quelque part, il n'y a pas eu de jugement, rien. On les a tous nettoyés. Donc, c'est là même aussi, la trahison a joué un peu au Clément. On ne médiatise pas, vous les égorgez et puis c'est fini quoi. Voilà, voici comment on traite un mercenaire. Pour moi, aller dans les choses classiques, juridiction là, moi je ne suis pas un juriste, je ne pourrais pas trop commenter sur ça. Oui. Mais ce que je sais, la trahison a été trop clément. Sinon, un mercenaire, on le bute et puis il n'y a rien en face, on avance. Merci. Ah oui, d'accord. Merci également à vous, Nestor Podassi. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, Abdou Ndaba, quelle serait désormais la place de la médiation tant souhaitée jusqu'à présent. On le sait, depuis quand même un mois, il y a eu bien sûr la volonté du président togolais, Faure Gnassingbé, d'assurer bien sûr la médiation. On avait observé les nombreux déplacements du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, qui s'était rendu au Mali, qui s'était également rendu du côté de la Côte d'Ivoire pour tenter bien sûr de trouver un terrain d'entente. Ça sera donc désormais quoi le rôle de la médiation dans cette affaire après l'inculpation des 49 militaires? Non, la médiation a encore son rôle à jouer. Oui. Il est encore temps que la médiation fasse son travail. Pourquoi? Parce que ces 49 soldats n'ont pas encore été condamnés. Oui. Ça veut dire quelle était la décision, l'acte constitutionnel que le président de la République de la transition peut prendre aujourd'hui. C'est simplement un décret qui demande l'arrêt de poursuite contre ces 49 soldats. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, et cette décision ne pourrait qu'arriver à partir du moment où il y a eu en amont des négociations, tant sur le plan diplomatique. Je crois que sur le plan diplomatique, il y a encore de l'espoir de ce côté-là, où on constate qu'il faudrait qu'en ce moment précis, Faure Gnassingbé puisse davantage actionner le levier de la négociation, afin que la procédure judiciaire enclenchée ne puisse pas arriver au niveau de la décision, d'une décision de justice. Parce que si ça arrive au niveau d'une décision de justice, là, le président de la République sera plutôt obligé de prendre un décret portant plutôt grâce présidentielle. Et maintenant, ça sera un peu compliqué. J'estime pour ma part que, puisque l'affaire est encore pendante, nous sommes encore au niveau des enquêtes préliminaires, au niveau du parquet, il est important que la dimension diplomatique peut encore jouer son rôle. Et à partir du moment où cette dimension diplomatique portera ses fruits, le président de la République peut donc simplement prendre sur lui de signer un décret demandant l'arrêt de poursuite contre ces 49 soldats-là. Donc voilà techniquement, sur le plan juridique, l'espoir qu'on peut encore offrir au dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue en ce moment précis est encore usité, c'est encore possible, c'est encore envisageable. Tout simplement parce que ces 49 soldats jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore bénéficié d'une décision de justice définitive, notamment une condamnation définitive. En l'état, ils sont juste au niveau du parquet, et au niveau du parquet, c'est encore des enquêtes approfondies qui sont menées à l'effet d'établir clairement les responsabilités des uns des autres, et à partir de là, le commissaire du gouvernement pourrait prendre sa responsabilité pour que l'affaire soit enrôlée et que le débat soit ouvert. C'est suite au débat et confrontation que le président du tribunal va prendre sa décision, et lorsqu'il prend donc sa décision, ces détenus seront condamnés. Donc de là jusqu'à l'arrivée à la décision définitive, j'estime pour ma part qu'il y a encore une lueur d'espoir, dans la mesure où si le volet diplomatique, avec la houlette de M. Faure Gnassingbé, puisse travailler davantage pour pouvoir convaincre les deux parties. Et ce qui est important de le rappeler, c'est que je pense que les autorités ivoiriennes jusqu'aujourd'hui semblent ignorer la gravité de la situation dans laquelle les 49 soldats se trouvent. Et aujourd'hui, ceux-là qui empêchent véritablement que cette affaire soit résolue uniquement sur le plan diplomatique, c'est bien entendu la Côte d'Ivoire. Puisqu'en réalité, le Mali a été clair lors de la visite de M. le ministre des Affaires étrangères togolais en tant qu'émissaire de M. Faure Gnassingbé. Je crois que les autorités maliennes ont apporté leur desiderata, notamment en termes d'exigence pour que l'affaire soit réglée sur le plan diplomatique. Et jusqu'ici, les autorités ivoiriennes inscrivent une fin de non-recevoir. Parmi ces revendications, il y a entre autres Hubert Koulibaly qui doit être rapatrié entre autres, la première condition, c'est que les autorités ivoiriennes doivent rédiger une note officielle demandant pardon aux autorités maliennes et en reconnaissant que ces 49 soldats ont foulé le sol malien dans toute illégalité. Voilà la première condition que les autorités maliennes posent. La deuxième condition, c'est que
tous ceux-là qui ont été des fauteurs de troubles en ce qui concerne la stabilité au niveau du Mali et qui se réfugient du côté de la Côte d'Ivoire, ils demandent tout simplement, purement et simplement aux autorités ivoiriennes de transférer toutes ces personnalités du côté du Mali pour que ces personnes-là puissent faire face à la justice malienne. Et troisième aspect que les gens en parlent peu, c'est bien entendu le rôle la Côte d'Ivoire quant à permettre que la banque ouest-africaine puisse jouer un certain nombre de manœuvres afin que les devises sur le plan économique, les retombées sur le plan financier puissent être perceptibles du côté du Mali. Mais entre ces trois conditions, deux conditions sont majeures, à savoir celle de la nation de cette note officielle et deuxièmement livrer ces fauteurs de troubles maliens qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire. En ce moment précis, la Côte d'Ivoire n'apporte aucune réponse favorable concernant ces conditions. De vous à moi, il est clair que ceux-là qui ne veulent pas que cette affaire soit réglée du point de vue diplomatique, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire et non le Mali. Pourquoi? Parce que dans cette affaire-là, il est important de le souligner que lorsque vous êtes en négociation avec quelqu'un et que celui-là a une longueur d'avance sur vous, il faudrait que vous fassiez amende honorable et vous fassiez profil bas. Pourquoi? Parce qu'en termes de rapport de force actuellement, le rapport de force est favorable au Mali. Au détriment de la Côte d'Ivoire. Donc, en toute humilité et en toute sincérité, les autorités ivoiriennes sont ceux-là qui tirent les ficelles ou encore qui traînent le pas pour que cette affaire ne soit pas résolue du point de vue diplomatique. Plus d'un mois déjà, c'est parce que les autorités maliennes estiment qu'il y a une lenteur du point de vue sur le plan diplomatique que la justice s'est saisie de l'affaire. Et en ce moment précis, l'affaire devient un peu compliquée. Pourquoi? Parce que en l'état, l'affaire était juste au niveau de la compétence de l'exécutif. Et puisque le judiciaire s'est mêlé avec le principe de la séparation du pouvoir, il faudrait qu'on laisse véritablement la justice faire son travail. Et en ce moment précis, le président de la République a encore une marge de manœuvre, telle que une marge de manœuvre que lui confère la Constitution, qui peut en l'état prendre une décision, un décret demandant l'arrêt de poursuite contre ces 49 soldats. Soit encore, il y a encore une autre possibilité, à jamais, si ces derniers sont condamnés, il peut prendre un décret portant grâce présidentielle ou un décret portant amnistie, mais en ce qui concerne l'amnistie, il faudrait que cela passe par le Parlement. Donc voilà encore trois hypothèses de solutions que l'on peut encore envisager pour mettre fin définitivement à cette affaire. Mais je souhaiterais qu'avant d'arriver au niveau de la décision définitive, qui est la condamnation, je souhaite pour ma part, puisque ces derniers sont encore placés sous mandat de dépôt, que le volet diplomatique puisse davantage être actionné afin que l'affaire soit réglée sur le plan diplomatique. À partir du moment où les deux États vont s'entendre sur les conditions pour mettre fin à cette affaire, le président de la République, Assimi Goïta, va donc user de son pouvoir constitutionnel à l'effet de prendre un décret pour demander la fin de poursuite. Je dis bien, en l'état, c'est encore la poursuite judiciaire contre ces derniers. Voilà pourquoi ils sont placés sur le mandat de dépôt. Le commissaire du gouvernement est en train de mener des enquêtes profondes à l'effet de retenir des charges suffisantes pour pouvoir enrôler l'affaire en débat pour que les hostilités en termes de confrontation soient ouvertes au niveau du tribunal, et à la suite de cela, ça sera juste une décision de justice. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, les autorités ivoiriennes ou encore le volet diplomatique est encore plausible pour que cette affaire ne prenne pas d'autres tournures. Le volet diplomatique est toujours envisageable. Alors, Nestor Podassé, au regard de ces conditions que Bamako impose aujourd'hui à Abidjan, est-ce qu'on a l'impression que la partie ivoirienne ne s'implique pas assez? Parce que les revendications du gouvernement de transition sont quand même assez claires. Il faut reconnaître via une lettre publique que voilà, ces Ivoiriens-là, ou du moins ces mercenaires, étaient là, effectivement, et c'est la Côte d'Ivoire qui les a envoyés. Et en comme deuxième sollicitation, le gouvernement malien demande tout simplement à la Côte d'Ivoire de renvoyer les citoyens maliens qui se sont illustrés, bien sûr, par une gestion un tout petit peu moins plausible du côté du Mali, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'ancien ministre de la Défense. Il s'agit bien sûr de Tieman Hubert Koulibaly. Est-ce que, au regard de toutes ces conditions, on a l'impression que la partie ivoirienne ne s'implique pas assez dans ce dossier? Non, parce que le plan du parti ivoirien a échoué. Et comme ils ont honte de révéler leur vrai visage aux Ivoiriens et au monde entier, alors que nous tous, on sait ce qu'ils sont. Donc, ils vont essayer de gagner du temps pour pouvoir préparer un autre plan.
Sinon, on les a demandé simplement de renvoyer Boubou Sissé, qui est l'ancien Premier ministre, qui est en Côte d'Ivoire. Effectivement. De renvoyer Thiema Ibia Koulibaly. C'est-à-dire que tous les Maliens qui ont décidé de déstabiliser leur pays et qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Il y a même un certain Camara qui s'est autoproclamé président là-bas en Côte d'Ivoire. Et avant qu'il s'autoproclame président, il a été même rendre visite au ministre de la Défense, qui est le petit frère de Alassane Ouattara. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a le pouvoir et le soutien d'Abidjan pour mener les activités de déstabilisation d'un pays voisin. Donc, les autorités maliennes disent c'est simple. Vous nous envoyez ces gens-là avec le fils de Karim de Ibeka, Ibrahim Boubacar, qui était l'ancien président. Son fils est là-bas. Oui. Depuis le coup d'État, il est à Abidjan là-bas. On dit bon, faites-les rentrer. Jusqu'à présent, Alassane refuse d'exécuter ses mandats d'arrêt lancés et lui demande la libération des 49 mercenaires. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se moque de la sanité. Lui-même, il sait, dans la loi martiale, un mercenaire, c'est terminé. Tu gagnes la bataille ou bien tu es mort, c'est fini. Ouais. On n'attrape pas un mercenaire pour remettre à son pays d'origine. Mais les Maliens ont arrêté les 49 mercenaires pour montrer le visage d'Alassane Ouattara, pour révéler qui est Alassane Ouattara réellement. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport à cela? Oui. Alors donc c'est pour vous dire que cette histoire-là, l'Abidjan se fatigue au fait. Et en plus, au lieu de dire la vérité à son peuple, il prend des jeunes affamés et cervelés, on leur donne l'argent et on leur dit d'aller organiser des manifestations pour demander la libération des 49 mercenaires à l'État malien. Et regardez-moi une fuite de responsabilité. J'interpelle le peuple ivoirien de sortir manifester, demander les comptes à leur gouvernement. Oui. Les 49 militaires là étaient allés au Mali pour faire quoi? Et quelle est l'ordre de mission officielle écrite par le ministère de la Défense pour qu'ils se rendent au Mali? Pour quel but? Ceux qui sont à l'aménagement, on sait qu'ils sont à l'aménagement, les papiers sont clairs. Ils ont l'air basse de l'aménagement. Mais ceux-là étaient au Mali pourquoi? Je pense que c'est au peuple ivoirien ou bien aux militaires ivoiriens de s'insurger pour demander à Alassane Ouattara des comptes. Sinon, vous allez marcher matin, midi, soir là-bas, demander la libération des 49 mercenaires à l'État malien. L'État malien ne va même pas vous répondre. Parce que moi, j'ai vu, ils sont allés marcher devant l'ambassade du Mali, oui, en Côte d'Ivoire, pour demander la libération des 49 mercenaires. Vous vous fatiguez. Le Mali ne peut pas vous répondre parce qu'un ambassadeur ne répond pas à un peuple directement. Il répond à son gouvernement. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à aller demander au ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire, ou bien au ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, ou bien la présidence de la Côte d'Ivoire, pour dire nous voulons nos 49 soldats, faites-les venir. Et la réponse que le gouvernement va donner, ils seront soutiens. Donc, c'est au gouvernement d'Alassane Ouattara, il doit mettre pression. Pas sur l'État malien, parce que l'État malien ne peut pas les répondre. Même si l'État malien va les répondre, il va s'adresser directement au ministère là-bas, à l'État là-bas. L'ambassadeur ne peut pas les répondre directement. Donc, c'est pour les dire, ils n'ont pas prendre conscience, ils n'ont pas savoir que les choses vont aller rapidement. Ouais. Les choses vont aller plus vite que prévu. Donc, il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer, s'attaquer au peuple malien. Et puis, Alassane Ouattara, là, il a été aidé par la CEDEAO pour arriver au pouvoir. Donc, Alassane Ouattara ne peut rien faire aux ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il ne peut rien faire. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont soutenu à devenir au pouvoir. Donc, quelqu'un, tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Ça, c'est l'ingratitude. Et comme Dieu n'aime pas l'ingratitude, Dieu a révélé le vrai visage d'Alassane Ouattara, qui il est aujourd'hui. Qui Alassane Ouattara est aujourd'hui réellement. Alassane Ouattara a été soutenu par tout la CEDEAO, que ce soit les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Nigériens, les Nigériennes. Tout le monde a soutenu Alassane Ouattara pour qu'il arrive au pouvoir. Mais si aujourd'hui c'est toi qui te retournes contre l'Afrique, mais voilà que le malheur ne vient jamais seul. Oui. Au Burkina Faso, une bonne partie a vomi Alassane Ouattara. Bien qu'il soit d'origine burkinabé, mais nous, on l'a dit de ne plus mettre pied ici. Voilà. Ça, c'est fini ça. Ça, c'est interdit pour lui. Parce qu'il traite nous les panafricanistes des idiots et des gens qui ne connaissent rien. On est là, on parle, nous-mêmes, on ne maîtrise pas le français. Il fallu les économistes, il a le PhD. Ton économie là, ça t'a servi à quoi? Si ton économiste là, c'est d'être un mercenaire professionnel à la solde de l'impérialisme, mais mieux vaut mourir, mieux vaut même ne même pas exister,
que d'être un malheur pour l'Afrique, d'être le malheur de l'Afrique. Il fait honte ce monsieur-là. Alors donc, c'est pour dire, Alassane Ouattara peut rien contre le Mali aujourd'hui, ni demain. Il n'a aucun moyen militaire pour les attaquer. Il n'a aucun moyen de pression sur le Mali. Oui. Donc, il se fatigue. Je demande simplement au peuple ivoirien de profiter de cet Ivoirien et puis déposer ce despote-là. Voilà. Merci beaucoup. Nestor Podassé, le laxisme d'Alassane Ouattara pointé du doigt d'un côté, le pragmatisme du colonel Assimi Goïta brandi de l'autre. Est-ce que cette décision de justice ne risque-t-elle pas d'exacerber les tensions aujourd'hui entre Bamako et Abidjan? Oui, tout dépendra de la manière dont les autorités ivoiriennes prennent ces décisions. Mais pour ce qui est du Mali, c'est une... je tiens à rappeler que c'est une procédure normale dans toutes les juridictions du monde. Lorsqu'il y a des personnes qui sont suspectes et que l'affaire est saisie par les juridictions compétentes, il y a les règles de procédure en la matière. Et dans le cas d'espèce, puisqu'en réalité ce sont des infractions commises par des hommes en tenue, par les soldats, par les militaires, la juridiction compétente n'est autre que la juridiction... le tribunal militaire. Et en l'espèce, j'estime pour ma part que le commissaire du gouvernement est en train de prendre les affaires à main et qu'il y a un acte qui a été pris, notamment une décision portant la détention préventive de ces 49 soldats-là. Je crois qu'aujourd'hui, la pression est beaucoup plus du côté de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que les arguments que notamment le ministre de la Défense, parce qu'il a eu à réunir ces familles-là, la famille de ces 49 soldats qui sont du côté du Mali. Je crois qu'aujourd'hui, avec la décision prise par les autorités maliennes, va davantage mettre la pression sur les autorités ivoiriennes à donner plus ample information. Parce qu'on se rend compte que les dits, et on avait dit sur ce plateau, on avait dénoncé sur ce plateau que le ministre de la Défense ivoirien ne joue pas franc jeu. Parce qu'il voulait transformer ces 49 soldats en martyrs, il voulait les transformer en héros. Et par conséquent, cacherait la vraie information à ces familles-là. Et jusqu'aujourd'hui, les familles de ces 49 soldats ne savent pas à quel sens se vouer. Puisqu'en réalité, les informations que les autorités ivoiriennes leur fournissent en réalité est en déphasage avec les informations que les autorités maliennes sont en train de fournir. Je crois qu'en l'état, il est important de constater que la pression est beaucoup plus du côté de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. Les familles attendent leurs enfants qu'ils rentrent, et aujourd'hui, qui sont ceux qui sont mieux placés pour prendre des initiatives afin que ces 49 soldats puissent retrouver le bercail. Je crois que, quoi que l'on dise, c'est le président de la République, avec ses démembrements, notamment le ministre de la Relation extérieure et le ministre de la Défense, qui doivent prendre leurs responsabilités à l'effet de donner la bonne information à la famille. Donner la bonne information aux familles. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, leurs enfants risqueraient une décision de justice définitive. Et cette décision de justice la sentence sera gravissime au regard de la gravité de l'infraction commise. Je crois que ces 49 soldats risquent même la peine de mort. Et même la condamnation à perpétuité. Au regard, c'est-à-dire quand on voit la façon dont évoluent les choses, il est clair qu'aujourd'hui, il faut forcément craindre le pire. Parce que là, avec le laxisme de la partie ivoirienne, il est fort probable que dans les prochains jours, le gouvernement de transition au Mali prenne vraiment ses décisions, prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, la question n'est plus au niveau des autorités maliennes, notamment le pouvoir exécutif au Mali. L'affaire est devant le judiciaire. Et si l'on s'en tient du sacro-saint principe tel que prescrit par Montesquieu de la séparation du pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, en l'état, il y a ce principe de la séparation du pouvoir. Ça veut dire que l'un ne doit pas empiéter dans le domaine de l'autre. Et en l'état, le judiciaire s'est saisi de l'affaire. Puisque le judiciaire s'est saisi de l'affaire, actuellement, l'exécutif n'a plus une pression manifeste. Une pression manifeste au niveau du judiciaire. Si oui, ce sera juste des passerelles. Et la Constitution a prescrit des passerelles où l'exécutif peut avoir quelque chose à dire au judiciaire. Je l'ai expliqué techniquement qu'en l'état, puisque ces derniers sont placés sous mandat de dépôt, c'est une détention provisoire parce que la sentence n'est pas encore donnée. Il y a encore une possibilité, une prérogative qui confère au président de la République, notamment de prendre un acte de décret qui vise
qui demande quoi? L'arrêt des poursuites judiciaires. Ouais. Maintenant, pour que l'arrêt des poursuites judiciaires arrive, il faudrait que, en l'État, qu'il y ait d'abord entente en termes de conditions que l'exécutif a eu à poser aux autorités ivoiriennes. Et ceux-là qui sont comme la courroie de transmission entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes, c'est notamment le Togo sur la bannière de Faure Gnassingbé, qu'aujourd'hui j'interpelle davantage la responsabilité de Monsieur le Président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères de bien vouloir se réajuster à l'effet d'actionner à nouveau le volet diplomatique. Parce que tel que les choses sont parties là, ne soyez pas surpris que plus le temps passe, la justice fera son travail. Et si, lorsque la justice fera son travail, je ne crois pas que ceux-là qui sont en position de faiblesse et qui le sont déjà, c'est les autorités ivoiriennes. Et quand je parle d'autorités ivoiriennes, ils ont des comptes à rendre à ces familles-là, et pas seulement aux familles des colonels soldats, mais beaucoup plus à la Côte d'Ivoire tout entière, de donner la bonne information. Sur quelle base ils ont autorisé que 49 fils de la Côte d'Ivoire puissent fouler le sol d'un pays sans remplir les règles de procédure élémentaires? Je crois que c'est en cela qu'il faudrait quand même questionner le caractère flou, l'ambiguïté du comportement des autorités ivoiriennes quant à ce que, est-ce qu'ils n'ont pas livré ces fils ivoiriens en termes de sacrifice? Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne se comportent pas, ils ne posent pas des actes visant à élargir ces fils-là qui ne voulaient juste qu'une chose, défendre l'intégrité territoriale de leur pays en acceptant faire le métier d'armes. Et lorsque vous faites le métier d'armes, cela ne voudrait pas dire que vous êtes coupé de votre famille. Ce sont les chefs de famille, ce sont des fils de famille et par conséquent, ils ont besoin de la chaleur de leur famille. Aujourd'hui, la tension monte. Et je crois qu'avec la décision qu'a prise les autorités judiciaires maliennes, les familles vont encore venir à la charge pour se rapprocher davantage auprès du ministre de la Défense pour ample information. Puisqu'en réalité, nous ont dit, le ministre de la Défense, lors de son communiqué ce jour-là, avait dit que bel et bien, les colonels soldats ivoiriens avaient l'ordre de mission et ils partaient pour une mission onusienne. Et certaines informations viennent de nous être parvenues que il y a une enquête qui a été menée par une chaîne internationale auprès des autorités de l'ONU et ces autorités estiment qu'ils n'ont aucune connaissance du fait que 49 soldats ivoiriens devaient venir dans le cadre de la MONUSMA. Donc là, c'est là où ça pose encore des problèmes pour dire véritablement qu'il y a anguille sur roche. Et ceux-là qui ne jouent pas franc jeu, jusqu'à date, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on va donc également à notre niveau suivre l'évolution des choses, comme vous l'expliquez bien, l'aspect judiciaire qui semble donc avoir pris le dessus aujourd'hui sur l'aspect, on va le dire, exécutif, en attendant que la médiation jusqu'ici menée par le président togolais Faure Gnassingbé produise des fruits probants et réels d'ailleurs sur le terrain. On va prendre une petite transition juste derrière, on va évoquer la reprise des rotations des contingents de la MINUSMA. Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali reprennent donc dès ce lundi 15 août 2022. C'est ce qu'a annoncé le 13 août dernier le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop. Une information également confirmée par la MINUSMA. Les rotations reprennent donc après avoir été suspendu pendant plus d'un mois. C'est une reprise sous de nouvelles conditions. Les rotations reprennent avec un nouveau protocole. C'est jusqu'ici les contingents devaient jusqu'à présent saisir directement les autorités maliennes pour obtenir le feu vert pour leur rotation. Ils devront désormais, à partir donc de ce lundi, passer par la MINUSMA en question. C'est l'organisation onusienne qui centralisera dorénavant les demandes, les étudiera et bien sûr validera afin de les transmettre au ministère des Affaires étrangères malien. Voilà donc en quelque sorte les conditions imposées par Bamako pour cette reprise donc des rotations des contingents de la MINUSMA. On va le dire, l'opérationnalisation donc de ces reprises est donc effective dès ce lundi 15 août 2022. Mon cher Nestor Podassé, on va dire quoi? Le calumet de la paix semble être avoir été fumé, pardon, entre la mission onusienne et les autorités maliennes.
je ne dirais pas que le document de la paix a été signé parce que il faut dire que le Mali avait suspendu. Oui, effectivement. Procéder à la vérification des soldats présents sur le sol malien. Oui. Et chacun devrait justifier avec des papiers justificatifs les présents sur le sol malien. La semaine surpassée, ou bien c'est 3 ou 2 semaines de cela, il y a une note du gouvernement malien qui est sortie et qui a demandé à tous ceux qui étaient en situation irrégulière, ils ont 72 heures pour quitter le territoire. Alors je pense qu'après avoir expulsé les soldats indélicats qui sont en situation irrégulière et que tout était rentré en ordre, maintenant le Mali a posé des conditions. Pour mettre pied sur le sol malien maintenant, il faut avoir des papiers justificatifs valables. Oui. Une fois que ces conditions sont remplies, je pense que c'est normal pour l'État malien de laisser, maintenant de suspendre la note et puis maintenant permettre à ce que les rotations se fassent. Oui. Et je pense que c'est normal, c'est ainsi que tout devait se faire. Mais n'oublions pas que l'aménagement vit ces dernières heures parce que il y a une société, mouvement société civile au Mali là-bas qu'on appelle le Yereolo de sur les remparts avec les autres mouvements, les autres mouvements panafricanistes qui ont lancé un ultimatum à l'aménagement de quitter avant le 22 septembre. Sinon, il y aura une grande marche gigantesque le 22 septembre pour demander le départ de l'aménagement. Donc, comprenez cela, que l'aménagement, ces jours sont comptés au Mali et qu'elle n'a plus de force. Elle faisait rentrer des soldats illégalement, ça c'est fini. Donc pour moi, les autorités ont bien pris les choses en main. Ils savent que maintenant ils maîtrisent les entrées et les sorties de tout ce qui est MINUSMA. Oui. Donc raison pour laquelle ils ont levé la suspension pour permettre que la rotation reprenne. Mais les pays qui ne veulent pas humiliation, c'est normal qu'ils quittent volontairement, tel que l'Allemagne qui a décidé de partir. Donc, je pense que les autres aussi doivent emboîter le pas pour éviter l'humiliation. Merci. Oui. Alors, les rotations, monsieur, dame, rotation des comptes entre la MINUSMA qui reprennent, mais sous un nouveau protocole. Désormais, donc, la partie malienne aura son mot à dire parce que une fois validation des différentes équipes, il faudra transmettre le dossier au ministère des Affaires étrangères qui va devoir également étudier avant de valider. Ça, c'est sûr qu'avec cette nouvelle façon de procéder, le gouvernement de transition en place voudra avoir quand même une vue bien assez exhaustive sur qui, faire quoi et qui entre au Mali. Oui, il faut inscrire cette décision dans une approche préventive. Cela vise bien évidemment à empêcher à ce que des personnes qui ne remplissent pas des conditions en la matière puissent fouler le territoire malien et peuvent commettre des dégâts irréparables. J'estime pour ma part que cela, lorsque les autorités maliennes disent que la responsabilité revient à la MINUSMA de bien vouloir compiler tous ceux-là qui vont venir dans le cadre de la MINUSMA, et lorsque les dossiers seront transférés au ministre de la Défense, au ministère des Affaires étrangères, cela ne voudrait pas dire que c'est d'office OK. Ça veut dire qu'à été des autorités maliennes sur la bannière du ministre des Affaires étrangères peuvent inscrire une fin de non-recevoir ou encore peuvent rejeter le dossier qui a été proposé par la MINUSMA. Donc tout ceci, il faut aller au-delà de l'analyse pour comprendre que d'une manière ou d'une autre, les autorités maliennes sont en train de prendre des décisions qui rentrent à resserrer les taux de la MINUSMA au niveau du Mali. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus la capacité totale de jouir pleinement de leurs prérogatives comme ils le faisaient par le passé. Et aujourd'hui, leur mouvement est plus que jamais contrôlé et cela va donc mettre mal à l'aise les autorités de la MINUSMA qui peut-être avaient un agenda caché au niveau du Mali. Donc je crois pour ma part, c'est une décision très courageuse qui vise, dont l'objectif est de resserrer davantage les taux des agissements de la MINUSMA et pousser ces derniers à sortir du Mali. Pourquoi? Parce que si tel n'était pas le cas, on devait laisser la responsabilité exclusive aux autorités de la MINUSMA de bien vouloir vérifier à ce qu'il y ait une bonne traçabilité. Mais puisqu'ils ont demandé que
Après avoir travaillé et vérifié tout cela, vous transférez le dossier au niveau du ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'en réalité, le ministre des Affaires étrangères n'est que le représentant de l'exécutif du point de vue de la diplomatie. Et cela relève exclusivement de la compétence du président de la République d'apprécier si le dossier sera recevable ou pas. Ça veut dire qu'en réalité, le travail qui est fait en amont par la MINUSMA peut être rejeté par le gouvernement malien. Donc ceci, c'est une décision courageuse dont l'objectif est de prévenir toute forme d'agissement qui peut mettre en mal l'intégrité territoriale du pays et bien entendu mettre en mal la sécurité de la transition. Deuxième élément, deuxième grille d'analyse, c'est une décision qui pousse progressivement la MINUSMA à la porte. Et lorsque Podas Nestor est en train d'annoncer cette société civile qui aurait annoncé la marche au plus tard le 22 en demandant le départ de la MINUSMA le 22 au plus septembre au plus tard, je crois que c'est une action de plus qui viendra peut-être légitimer la décision qu'a prise notamment le gouvernement malien, qui va donc davantage s'appuyer sur ce mouvement d'humeur, sur cette manifestation-là pour demander définitivement le départ anticipé de la MINUSMA. Donc pour ma part, il y a deux grilles d'analyse sur cette décision. Première grille d'analyse, c'est une dimension préventive pour permettre à ce qu'on puisse connaître qui fait quoi, quand est-ce qu'il est arrivé, d'où vient-il, quel temps fera-t-il, ceci dans l'objectif d'empêcher toute forme de déstabilisation. Deuxième grille d'analyse, c'est bien évidemment pousser davantage la MINUSMA hors du Mali. Pourquoi? Parce que si c'est l'autorité malienne qui a le dernier mot de qui va entrer dans le cadre de la MINUSMA au Mali, cela démontre à suffisance que le gouvernement malien est en train de resserrer les taux, est en train de réduire la capacité d'expression de la MINUSMA en terre malienne, et par conséquent, ces nés seront mal à l'aise. Parce qu'ils seront mal à l'aise, avec l'appui des mouvements de la société civile, ils vont plus que jamais quitter la MINUSMA. Donc tout est programmé pour le départ de la MINUSMA. Tout est programmé pour le départ de la MINUSMA. Nestor Podassé, il y a cette montée en puissance des FAMA ces derniers temps du côté du Mali, les forces armées maliennes. Du coup, on se pose la question de savoir quel pourrait bien être le rôle de la MINUSMA à côté, avec cette reprise des rotations des contingents de cette force onusienne-là. La MINUSMA n'a aucun rôle à jouer au Mali. Elle doit plier bagage, c'est tout. Moi, j'ai des frères qui ont fait la MINUSMA. Mes propres frères qui sont dans l'armée, qui ont fait la MINUSMA, ils m'ont dit que MINUSMA n'est pas là pour le bien de l'Afrique. Le MINUSMA part pour protéger les terroristes au Mali. La MINUSMA part pour servir de logistique aux terroristes. La MINUSMA, les terroristes se ravitaillent au siège se ravitaillent auprès des MINUSMA avec des munitions, des armes, la nourriture, logistique, tout. Et quand ils ont des réunions avec l'État malien, et pas les escorter, les amener, ils vont faire réunion avec l'État malien et les Nations Unies. Après, la MINUSMA les escorte, aller les déposer en brousse encore. La MINUSMA les sert de logistique et de couverture. Ils ne sont pas là pour mettre fin à la guerre. Et ils sont là encore, ils sortent ensemble. Et quand ils sortent ensemble, c'est pour protéger les soldats français, garder, sécuriser les soldats blancs. Et quand les soldats blancs maintenant vont sur le terrain, quand ils découvrent qu'il y a quelque chose, puisqu'ils ont des appareils pour détecter le sous-sol. Maintenant, on leur dit maintenant, aux soldats africains là, de se retirer un peu. Et ils se retirent maintenant pour servir de couverture de sécurité. Et puis ils vont rester faire le travail. Maintenant, les jours qu'ils vont aller exploiter le sous-sol là, ils sortent maintenant entre eux, soldats blancs, aucun Africain n'est parmi eux. Et ils vont sortir, aller faire 1 mois, 2 mois en brousse, ils reviennent avec des conteneurs scellés. Et ce sont ces conteneurs-là que nous avons bloqués ici l'année passée, ici, de passage au Burkina Faso. Voilà. Donc, ils sont là pour piller les sous-sols africains. Le MINUSMA n'a aucune note le MINUSMA n'a aucune utilité au Mali. Il doit partir tout simplement. Ils sont là pour piller le sous-sol malien, protéger les rebelles, créer l'insécurité, balkaniser les États africains et nous maintenir dans la pauvreté. Donc, elle doit tout simplement quitter. Elle n'a aucune utilité au Mali. Elle doit partir. C'est tout simplement cela. C'est pour cela que la France balkanise tous les pays africains qui sont colonisés par la France pour qu'elle n'ait pas leur propre armée, pour qu'il n'y ait pas des aviations, afin de pouvoir exploiter notre sous-sol. On a compris le jeu. Raison pour laquelle nous avons dit au Burkina de partir. Et ils partiront. C'est comme ça. Merci.
Oui, la MINUSMA donc qui reprend effectivement ses mouvements de rotation. Mais Monsieur Ndam, aujourd'hui on se pose la question de savoir est-ce que le Mali a réellement besoin de la MINUSMA aujourd'hui? Je l'ai déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui. Pour dire qu'en réalité que les casques bleus n'ont pas leur place, oui. Ils n'ont aucun fondement juridique véritable pour être présents au Mali, pour être présents en République démocratique du Congo. Ça, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises pour dire qu'en réalité, techniquement, la MINUSMA n'a pas un rôle à jouer. La présence de la MINUSMA n'est pas justifiée en termes maliens pour une raison très simple. Les populations maliennes n'ont aucun problème entre eux pour dire qu'en réalité, la MINUSMA va jouer un rôle d'interposition. Dans le cas d'espèce, l'État malien est attaqué et violé par une bande terroriste et il relève de la compétence exclusive des autorités maliennes, bien entendu des forces armées maliennes, de défendre l'intégrité territoriale de leur pays, deux, de défendre la population, de sécuriser leur population et leurs biens, trois, de sécuriser les institutions républicaines. Toutes ces missions-là ne relèvent pas de la compétence d'une force étrangère. C'est un principe en droit international. Lorsque je dis cela, vous conviendrez avec moi que, quoi que l'on dise, la MINUSMA est au Mali pour une autre chose que de protéger la population, puisqu'en réalité, l'élément objectif qui justifie la présence de la MINUSMA au sein d'un pays, c'est bien évidemment une guerre d'interposition. Je prends le cas du génocide rwandais. Leur présence était justifiée. Pourquoi? Parce que c'était deux communautés qui s'entretuaient. Il fallait une force d'interposition. Je prends le cas de la République centrafricaine où les anti-Balaka et les Sénéca s'entretuaient. Il était nécessaire qu'il y ait une force d'interposition pour empêcher que les populations s'entretuent entre elles. Mais pour ce qui est du Mali et de la République démocratique du Congo, c'est tout sauf un raisonnement ou encore une raison objective pour justifier de la présence de casques bleus soit au Mali, soit en République démocratique du Congo. Si ce principe est partagé, ça veut dire qu'in fine, la MINUSMA n'a pas sa place, n'a pas sa raison d'être au Mali, et ils doivent partir et laisser donc la responsabilité exclusive aux forces de défense de sécurité maliennes de prendre leurs responsabilités pour défendre l'intégrité territoriale. Pourquoi? Parce que lorsque un État fait face au principe de la violation de son intégrité territoriale, lorsque un État fait face à la persécution de sa population et le pillage des biens de sa population, lorsqu'un État fait face à ce qu'on appelle, lorsqu'on porte atteinte aux institutions républicaines d'un État, notamment brûler les écoles, brûler les sous-préfectures, brûler tout ce qui est établissement public, vous conviendrez avec moi que ce sont des trois raisons que un État peut mobiliser pour entrer en guerre contre ses forces ennemies. Et dans le cas d'espèce, ce sont des terroristes qui font des incursions en territoire malien et commettent tous ces gaffes-là. Ces terroristes-là, ils violent le territoire malien. 2, ces terroristes-là, ils tuent et assassinent les populations et les forces de défense de sécurité. Ils pillent leurs biens. 3, ils brûlent, ils incendient les institutions républicaines. Donc, toutes les raisons sont justifiées, sont mobilisées pour que les forces armées maliennes prennent leurs responsabilités et que cela revient exclusivement aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités. Ils peuvent solliciter l'intervention d'une force étrangère que par leur volonté eux-mêmes. Ça veut dire que quoi? Les autorités maliennes estiment qu'ils sont dans l'incapacité de se doter d'un certain nombre d'éléments, tant du point de vue d'hommes et d'infrastructures militaires pour pouvoir faire face à une menace et sollicitent une intervention militaire étrangère. Dans le cas d'espèce, le Mali, les forces armées maliennes sont en parfaite réforme et ils ont la capacité et la politique de leurs moyens. Par conséquent, la responsabilité exclusive revient aux forces armées maliennes de lutter contre ce phénomène qui fait pignon sur rue de ce côté-là. Oui, justement, les premiers à se confronter à cette fermeté des autorités de la transition, ce sont les Allemands, eux qui ont suspendu leurs opérations de reconnaissance. La réaction donc du gouvernement de transition a été immédiate. Voici ce qu'a affirmé d'ailleurs le ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Les Allemands doivent se conformer aux
aux nouvelles procédures, leur ministre de la Défense est allé trop vite en besogne pour annoncer la suspension de leurs opérations. Cela ne nous impressionne pas du tout, a donc réagi M. Abdoulaye Diop. Il d'ailleurs poursuit en disant « Notre ligne est claire, on ne transige pas sur les questions touchant à la souveraineté de la sécurité nationale ». Voilà les propos employés ou du moins utilisés par Abdoulaye Diop à la suite bien sûr de la suspension des missions, des opérations de reconnaissance par les Allemands. C'est une preuve forte que désormais sur cet aspect-là, le gouvernement de transition sera intransigeant. Vous voyez donc que les mots du ministre des Affaires étrangères, oui. Ces mots sont mesurés, oui. Ces mots sont pesés et ces mots-là ont un fondement. Oui. Le respect et la préservation de la souveraineté du pays. Oui, sur ce principe-là, vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas donc fournir ou encore donner la possibilité à une force étrangère de garantir la souveraineté de votre pays. C'est un principe, c'est un sacro-saint principe en droit international. Oui. Donc, le Mali est en quête de garantir davantage sa souveraineté. Et pour garantir effectivement sa souveraineté, cela ne passera pas par une forme d'intervention ou encore de rotation militaire dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Oui. Le Mali, et vous voyez donc que la décision prise par le Mali pour pouvoir conformer la MINUSMA à ce conformer un certain nombre de procédures, oui. Est en train de porter immédiatement ses fruits. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ne justifiaient pas fondamentalement leur présence du côté du Mali, oui. Sont en train d'exister, en l'occurrence l'Allemagne. Oui. Donc pour ma part, c'est une décision courageuse qui porte déjà ses fruits. À partir du moment où l'Allemand désiste, mais cela aucunement n'apporte... Enfin, cette décision n'est ni chaud ni froid du côté du Mali. Oui. C'est tout simplement une bonne décision d'ailleurs. Que davantage le Mali soit désengorgé d'une force étrangère qui n'ont pas leur place de ce côté-là. Pour vous dire qu'en réalité, cette décision est une décision préventive qui consiste à limiter les dégâts, à empêcher que les dégâts arrivent. Et je crois que ceux-là qui n'avaient pas véritablement leur présence objective du côté du Mali sont en train de se dévoiler et sont en train de désister. Ouais. Et les premiers à vouloir bien sûr partir, mon cher Nestor Poudassé, sont les Allemands. Tu as forcément suivi la sortie de leurs représentants du côté du Mali. C'était en fin de semaine dernière. À la suite donc de cette sortie, le ministre malien des Affaires étrangères a réagi, M. Abdoulaye Diop. Il a dit, oui, les Allemands ne nous impressionnent pas du tout. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la souveraineté de l'État malien soit clairement respectée. Ça, c'est un ton ferme aujourd'hui qu'on doit suivre à la lettre, forcément. Allô? Oui? Pour moi, ce que le ministre Diop a dit, c'est la pure réalité. Diop ne peut pas pour dire ses sentiments ou bien ce que lui pense. Oui. Diop dit ce que le peuple malien veut. Oui. Voilà. C'est le peuple malien qui a dit on ne veut pas de forces étrangères chez nous, comme au Burkina Faso, comme partout ailleurs en Afrique. Donc, le ministre ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. Donc, ce qu'il a dit, ce n'est pas faux, c'est la pure vérité. L'Allemagne impressionne qui? L'Allemagne a été vaincue militairement, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et c'est nous, on a aidé la France à le vaincre. Donc, l'Allemagne peut nous aider en quoi? L'Allemagne ne peut pas nous impressionner, ne peut pas nous aider. La France même sait, les Européens même sait qu'ils ne peuvent pas déclarer la guerre aux pays africains pour dire qu'eux combattent les Africains. Oui. Voilà pourquoi ils viennent formenter, manipuler d'autres jeunes Africains, on les drogue, on les donne des armes pour qu'ils s'entretuent les forces de l'ordre africaines. Sinon, eux-mêmes, ils savent que militairement, ils ne peuvent pas nous attaquer. Oui. Ils ne peuvent pas. Même pour attaquer la Libye, ils sont passés par des Libyens, soit disant que c'est des rébellions. Sinon, pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas venus directement déclarer la guerre à la Libye? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé des Libyens à l'interne. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilants. C'est pour cela que nous avons dit, eux-mêmes, ils n'ont pas parti. S'ils partent là-haut, si c'est entre eux Maliens là, ils se connaissent, ils vont savoir comment trouver la paix. Oui. C'est pourquoi nous, on a dit force étrangère dehors. Il n'y a pas autre langage. Allez là, je dors, force étrangère dehors. Je respire, force étrangère dehors. Je mange, force étrangère dehors. Je rêve, force étrangère dehors. Tout mon être, âme et corps et esprit, toutes les forces étrangères dehors. Tant que cette force étrangère ne part pas, je ne me reposerai pas. Voilà. C'est un sacerdoce. Je me suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout. Donc, il doit partir. Si nos gouvernements, tout gouvernement qui ne s'allie pas à notre vision actuelle, France dégage, c'est toi-même que nous allons dégager. Ça, c'est clair. C'est un vent, c'est un printemps qui ne va jamais s'arrêter. Et ça ne fait que commencer. Ça a commencé par le Mali. Le Burkina est rentré en danse. Parce que c'est à cause de la France que Roch est tombé.
Parce que nous l'avons dit, il a refusé. Nous avons bloqué le combat ici. On a coupé Internet 8 jours, 10 jours pour nous empêcher de continuer le combat. Mais ça ne l'a pas empêché de tomber. Donc, les militaires qui sont au pouvoir actuellement au Burkina, c'est valable pour eux aussi. Nous les avons dit. Les armes que vous avez pris pour monter au pouvoir, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable, du peuple que vous avez pris acheter, ce n'est pas pour vous. Vous avez pris serment de nous protéger, de défendre le pays. Ce n'est pas pour vous. Donc, vous êtes là en mission. Et vous devez faire ce que le peuple veut. Quiconque n'est pas en phase avec le peuple aujourd'hui en Afrique, tu partiras. Et c'est clair, c'est signé, c'est comme ça. Donc, Abdoulaye Diop ne fait qu'exprimer la volonté du peuple malien, tout simplement. Merci. La volonté du peuple malien exprimée donc par le ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence, Monsieur Abdoulaye Diop, on va le dire comme ça. C'est également avec vous, mon cher Nestor Podassé, que nous refermons cette deuxième thématique pour, juste après la transition, embrayer sur la troisième, celle qui vous concerne directement. Peut-être que nous prendrons la transition bien après, mais on parle bien sûr du Burkina Faso. On revient surtout sur cette série de manifestations donc amorcées vendredi dernier du côté de Ouagadougou. Forcément, un acteur avisé. Vous étiez forcément sur le terrain, mon cher Nestor Podassé. Et la première question que tous les téléspectateurs veulent forcément y voir un peu plus clair, comment se sont passées ces premières manifestations vendredi dernier? Les manifestations, d'abord, au premier temps, les autorités, nous avons déposé les demandes en bonne et due forme. Oui. Les autorités ont dit qu'ils vont autoriser. Malheureusement, à la dernière minute, ils ont interdit ça à la dernière minute. Oui. Mais malgré tout ça, nous sommes sortis parce que c'est notre droit de manifester, la Constitution nous l'autorise. Nous sommes sortis. À Ouagadougou, l'ambassade a appelé pour dire qu'ils vont nous recevoir, nanani, nanana, pour des choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la dernière minute, on refuse. Quand les manifestants ont quitté la place de la Nation pour aller vers l'ambassade, arrivé au rond-point des Nations Unies, le policier est venu causer avec notre sœur Monique pour dire qu'ils vont aller voir à l'intérieur les supérieurs pour savoir comment ils vont coordonner et une délégation vont marcher de là-bas pour aller à l'ambassade et remettre leurs déclarations. Oui. Alors, au moment où il donne donc, il n'est plus revenu et on accueille nos camarades du côté de Ouagadougou avec des jets de gaz lacrymogène. On quitte là-bas et c'est comme ça nos camarades, d'autres ont été arrêtés, ils sont toujours arrêtés. Nous avons demandé de les libérer au plus tard demain. Si on ne les libère pas demain, nous allons encore descendre pour demander leur libération. Voilà. Et ils savent de quoi, ce que ça veut dire. Au niveau de Burkina Faso, ils ont interdit de ne pas marcher sur le consulat de la France. Nous avons évité l'affrontement. Nous nous sommes retrouvés à côté, juste derrière le consulat, oui, où il y a un jardin. Là. Nous sommes retrouvés là-bas. Faire notre déclaration, partir à place Tiefou à Moro. Les policiers nous ont rejoints là-bas pour dire oui, on ne veut pas affrontement avec vous, disperser, rentrer chez vous. Nous sommes rentrés et nous les avons donné rendez-vous vendredi qui vient encore le 19 août. Nous ressortons. Si cette fois-ci on nous refuse encore l'autorisation, on va encore sortir. Et nous avons décidé de sortir chaque vendredi jusqu'à ce que notre plateforme revendicative soit satisfaite. oui. Et donc, nous avons décidé de sortir chaque vendredi jusqu'à ce que l'ambassade de France parte, jusqu'à ce que les accords militaires soient rompus, jusqu'à ce que Paul-Henri Sandaogo rejoigne la lutte et jusqu'à ce que les experts français dans nos ministères, nos directions du groupe quittent. Les 4 points de revendication sont irrévocables et non négociables. Oui. Ça doit prendre fin immédiatement. Ce n'est pas un débat. Voilà. Et nous sommes là-dessus. Nous allons sortir chaque vendredi jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Sans ça, on ne baisse pas les bras. Nous allons aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Face au refus de l'autorisation à manifester, le mouvement il est resté solide. Il a quand même tenu à mener à bien ces manifestations. Et l'un des caractères qu'il faut aujourd'hui mettre forcément à l'actif du mouvement M30, c'est le fait qu'ils aient voulu manifester de façon pacifique. On a pu le constater peut-être sur le terrain, malgré l'intervention des forces de sécurité et de défense. Clairement, le mouvement, lui, il garde la tête sur les épaules.
Bien évidemment, je l'avais annoncé ici sur ce plateau, qu'en ce qui concerne l'autorisation des manifestations, ça sera difficile, parce que c'est une demande piège qui en réalité met en conflit, pourrait mettre en conflit les autorités maliennes, notamment le chef de l'État de transition, avec la France, et que le fait d'autoriser la marche pour demander le départ de l'ambassade de la France au Burkina Faso, demander la rupture de la coopération militaire, mais demander également le départ de ces Français-là qui travailleraient dans les institutions burkinabées, c'est une forme de dresser, bien évidemment, les autorités burkinabées contre la France. Et je l'avais dit, que ne soyez pas surpris que cette autorisation soit refusée, ce qui a été fait. Donc maintenant, en l'état, ce qu'il faut faire dans ce genre d'initiative, c'est que pour que les désirata, bien entendu, de ceux-là qui marchent, du M30, puissent aboutir, il faudrait qu'ils soient téméraires. Il faudrait qu'ils soient téméraires parce qu'il y a des arrestations. Il faudrait qu'aucunement ces arrestations puissent les décourager. Ils vont faire face à des gaz lacrymogènes, à des chasses d'eau, ils vont faire face à toutes ces menaces-là. Mais il faudrait qu'ils puissent avoir la capacité de surmonter et qu'ils puissent davantage mobiliser. Parce que si on constate véritablement qu'il y a un régressement en termes de mobilisation, ça serait un indicateur de démontrer qu'en réalité, ce mouvement ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Donc, pour le moment, il faudrait que les cerveaux de ce mouvement-là puissent davantage actionner le pan de la mobilisation. De nouvelles stratégies? Le pan de la mobilisation. Parce qu'en réalité, les autorités vont davantage travailler sur leur morale pour les déstabiliser moralement en arrêtant leurs frères, leurs camarades. Et il ne faudrait pas que cela puisse entacher leur volonté de bien vouloir arriver au bout du tunnel. S'ils sont plus que jamais déterminés, je crois que pour ma part, voilà ce qu'il faille faire. Travailler de telle enseigne que la mobilisation ne soit pas régressée, qu'elle augmente plutôt davantage et que le moral de ceux-là qui veulent demander, qui demandent, bien entendu, toutes ces choses au gouvernement, bien entendu, qu'ils soient téméraires. Parce que ça sera difficile, parce qu'ils vont rencontrer beaucoup de difficultés du point de vue physique, du point de vue moral, les menaces et tout et consorts. Donc, ce qui est important de le faire, s'ils sont plus que jamais déterminés à obtenir ce qu'ils veulent, ils ont le cadre en leur main, dans leurs mains, il faudrait qu'ils soient téméraires, il faudrait qu'ils mobilisent davantage, il faudrait que les actions que vont poser les autorités, parce que l'autorité est plus que jamais déterminée à les disperser, à les disloquer, à créer dans de la scission, de la cisure et de la fracture au sein de ce mouvement-là, à le fait de casser ce sursaut-là, cette dynamique-là, c'est à eux de surmonter cela. Et pour surmonter cela, c'est leur capacité à mobiliser, c'est leur capacité à résister, c'est leur capacité à être téméraire contre vents et marées. Alors, Nestor, au regard bien sûr de tout ce que vous avez rencontré sur le terrain, quel est le moral des troupes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours cet élan de motivation qui anime les troupes quant à la prochaine étape qui est annoncée pour vendredi prochain? La prochaine étape sera plus que ça. Les gens vont sortir plus que ça parce que je dirais que les gens n'avaient même pas assez d'informations. Et notre sortie, le vendredi passé, c'est comme si c'est en même temps une communication que nous avons passée au sein de la population. Et actuellement, ils sont plus que motivés et galvanisés qu'avant. Donc, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de... Allez, là, je suis plus que motivé qu'au départ quand nous avons lancé le mot d'ordre. Parce que le 12, il était vraiment un challenge pour moi. Est-ce que la population allait adhérer? Mais je me rends compte que nos jeunes frères sont plus galvanisés que nous-mêmes. Le grand problème aujourd'hui en Afrique, c'est ceux qui sont nés avant l'indépendance. Ceux qui sont dans les quarantaines en allant dans les cinquantaines. Mais la jeunesse qui a moins de 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 là, non. Moi, je suis confiant. Et j'invite les aînés à rejoindre les jeunes gens, les encadrer. Ça va bien se passer. De se mettre de côté. Parce qu'il y a certains aînés, quand tu causes avec eux, tu sens la défaite dans leur langage. Ils vont te dire, ce que vous faites là, c'est impossible. On ne peut pas chasser la France. Il dit, mon papa, vous, à votre temps, vous prenez les blancs comme un Dieu, nous, on ne les voit plus comme Dieu. Et ce qui même rassure encore plus aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand nous avons réussi à bloquer le convoi de l'armée française. Parce qu'ils étaient avec des chars
des armes, nous sommes allés arrêter même nuit. Nous avons dit, vous allez nous tuer ou passer, sinon nous, on ne passe pas ici. Ça, c'est la détermination. On peut nous gusiller là-bas, on peut nous tuer là-bas. Mais nous avons dit non, on s'en fout, vous ne passez pas ici. Ça, c'est la conviction. Ce n'est pas du populisme. Et nous savons qu'en allant là, devant l'ambassade de France, nous sommes en train de toucher à des soi-disant puissances. Et nous savons que la France est un État vampire, un État sauvage. Actuellement là, vous êtes en train de vous parler, il y a tout un détachement qui est à Pétrous, qui me surveille de près. Même avant-hier soir, chez moi, j'étais assis avec des voisins, je prenais du café, du thé. Et il y a un qui vient, il passe, l'autre vient, il garde sa voiture. Il sort, il va, il tourne, il revient. Je me suis levé pour aller causer avec le gardien. Il me suit, il vient, il est en train de... Je l'ai regardé puis j'ai ri. J'ai dit, monsieur, ça sera mieux pour toi d'aller s'occuper de ta famille que de passer ton temps à me surveiller. Parce que moi, je suis en train de faire une libération de l'Afrique. Ouais. Donc, moi, je suis comme vous êtes des œufs. Est-ce que vous connaissez Caillou? Allô? Oui, nous vous recevons parfaitement, Nestor. Un caillou là, quand œuf tombe dessus, il casse. Ouais. Quand caillou tombe, l'œuf aussi, l'œuf casse. Donc, quiconque, ça sera difficile pour eux de régember contre les aiguillons. Ça sera difficile. Parce que l'esprit que la France porte là, c'est plus fort que moi. C'est une force divine qui conduit cela. Et quiconque peut arrêter le vent par sa main peut arrêter cette dynamique enclenchée. Ouais. Mais quiconque ne peut pas arrêter le vent ne peut rien. Donc, j'invite tous ces espions qu'ils ont mis à mes trousses là, de se repentir et d'aller dire à leurs patrons, nous ne pouvons pas accomplir la mission. Ou bien de fuir même la mission et puis se chercher. Voilà, ils n'ont qu'à se chercher. C'est aussi tout ça. Nous sommes plus que prêts. La réaction sera plus fatale qu'eux ne pensent. La réaction sera plus dangereuse qu'ils n'imaginent. Certaines chancelleries vont prendre feu. Certains intérêts des grandes puissances vont prendre feu. Je me limite là d'abord. Ouais. Si nous, on ne va pas dévoiler ce qu'on a mis en place. Ouais. Mais ils vont voir. Ouais. Nous sommes plus que prêts. Et personne ne peut nous intimider. La France doit dégager du Burkina Faso. Ces militaires doivent dégager. Ce n'est pas un débat. C'est très clair, comme l'eau de roche. Merci beaucoup. Et elle aussi ne veut pas en faire un débat. Il s'agit de Madame Yidi Onekama qui s'est exprimée après cette première série de manifestations du côté de Ouagadougou. C'était juste après les manifestations. On va l'écouter. Le débat de l'ambassadeur de France au Burkina Faso et autres. Avec Gazé. Comment ça s'est passé selon votre version? Notre plateforme revendicative comporte essentiellement 3 points. Le premier point, c'est le départ. Nous exigeons le départ de l'ambassadeur Luc Halad et à effet immédiat et sans condition. Le deuxième point de revendication, c'est la rupture de l'accord de coopération militaire signé entre la République de Haute-Volta et la République de France depuis le 24 avril 1961. Le troisième point de revendication, c'est le retrait sans condition et immédiatement de tous les coopérants, assistants techniques de nos institutions. Et nous demandons également la rupture de cette convention-là d'escroquerie qui s'appelle Expertise technique internationale, qui déploie des fonctionnaires français dans nos administrations, et ces fonctionnaires-là sont des sources d'aliénation, sont des sources à l'origine de la prise en otage de nos politiques de développement et aussi de la souveraineté nationale du Burkina Faso. Alors ce matin, vous êtes effectivement sorti avec d'autres membres du mouvement. Dites-nous comment ça s'est passé. Ce matin, à 10 h, nous avons été appelés par l'ambassade de France qui dit avoir entendu que nous avons un message pour elle. À 13 h, 14 h moins, nous avons encore été rappelés pour nous demander pour nous demander la confirmation de notre arrivée et de la remise
de la plateforme que nous avons, du message que nous avons l'intention de leur adresser. Vous comprenez? Donc nous avons été appelés et l'ambassade nous a dit au téléphone par 2 fois, nous recevons, nous sommes prêts, nous sommes organisés, nous allons recevoir votre message à 14 h. Nous nous sommes mobilisés en équipe et nous avons commencé à progresser et dès que nous sommes arrivés au rond-point des Nations, nous avons croisé la BAC, les policiers de la brigade anticriminelle. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous leur avons expliqué que nous avons un message et l'ambassadeur est prêt à nous recevoir. Et le policier qui nous a reçus nous a demandé d'attendre qu'il va retourner, il va appeler l'autorité et il nous revient avec une réponse sur comment nous allons, il va nous organiser pour nous accompagner, remettre le message. Nous attendions son retour. Aussitôt, nous avons reçu des gaz lacrymogènes alors que on attendait seulement un retour. Comprenez, à travers ce message, qu'est-ce que cette autorité, cette brigade-là veut nous faire comprendre. Nous comprenons seulement, s'il a reçu l'autorisation d'en haut de nous disperser et de nous envoyer des gaz, de nous lancer des gaz lacrymogènes, cela veut dire que nos autorités ont pris position pour la France. Nous supposons qu'aujourd'hui, si nos autorités s'alignent, se rallient à cette cause-là, nous allons obtenir ensemble gain de cause. Parce que notre lutte est noble. Nos revendications sont fondées. Nous avons des accords de coopération qui ne marchent pas. La lutte est noble, on va le dire comme ça, ce qu'on peut retenir à l'issue donc de cette première marche. Alors, je reste avec vous, Nestor. On écoute Madame Yili Monique Kama. Elle dit que vous avez reçu une fin de non-recevoir, désolé pour la répétition, et que les autorités, clairement, elle a l'impression que les autorités ont pris position pour la France. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr que oui, ils ont pris la position pour la France. Mais comme nous l'avons dit, comme le Burkina Faso appartient au peuple burkinabé, ça n'appartient pas à nos autorités ni à la France. Donc c'est au peuple d'imposer sa vision. C'est aussi simple comme le bonjour. Blaise Compaoré voudrait faire du Burkina Faso son royaume. Le peuple lui a dit niet. Roch Kabore est venu, on a dit de gérer le pays convenablement. Il est là, il s'amusait. Nous sommes sortis, lui dit niet. Donc Damiba n'est pas exclu de cette liste-là aussi. Soit il rejoint, parce que dans notre message, nous avons été clairs, oui. Nous l'appelons à rejoindre le combat du peuple. Donc, si le message n'est pas encore passé, vendredi, on va sortir encore lui faire passer ce message-là. Mais s'il durcit le temps, nous aussi, nous allons durcir notre position. Et prochainement, on ne va pas sortir contre la France et lui-même, on va sortir contre. Donc, il a intérêt à nous rejoindre. Merci. Le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba, qui est donc invité par le mouvement M30 à rejoindre le combat. Il faut le dire clairement, on en parlait la semaine dernière sur ce plateau, on étudiait d'éventuelles possibilités, on se questionnait de savoir si le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Dabiba n'était pas suffisamment impliqué dans la libération du Burkina Faso. Il n'était surtout pas question pour nous d'embrayer sur ce sujet, mais sur le terrain, on se rend compte que les autorités, au lieu d'encourager ce genre d'initiative, ont plutôt servi une fin de non-recevoir. Au pire des cas, la police a pratiquement balancé sur les manifestants des gaz lacrymogènes. Comment peut-on interpréter cette succession de faits? Non, c'est un acte de plus qui vient quand même justifier le comportement ambigu de monsieur le président Sandaogo, en ce sens que la mission qui lui a été assignée par le peuple lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est bien entendu de résoudre les problèmes d'ordre sécuritaire. Oui. Et lui, il s'est illustré dans une approche qui n'était pas davantage souhaitée par le peuple, notamment le pan de la réconciliation, en invitant les anciens chefs d'État et en insultant même la juridiction burkinabé et même en insultant la mémoire des Sankara et bien d'autres, en autorisant que M. Blaise Compaoré puisse fouler le sol burkinabé, placé sur le coup, bien entendu, d'un mandat d'arrêt, parce qu'il a été condamné par contumace.
je crois que le comportement de ce dernier s'illustre et nous amène à constater que lui n'est pas véritablement pour la cause du peuple. Et aujourd'hui, avec les gaz lacrymogènes qui ont été lancés par la police contre la population, c'est sous ordre, bien entendu, des autorités supérieures. Et c'est un indicateur de plus qui atteste véritablement que M. Sandaogo est tout, sauf un chef d'État qui est pour la cause populaire, qui est pour la cause du peuple. Or, il ignore, ou semble ignorer, que la souveraineté appartient au peuple. Et que le peuple burkinabé s'est toujours illustré par cette volonté de liberté, s'est toujours illustré par démontrer aux yeux du monde que c'est eux, le peuple, qui détient le pouvoir et qui détient la souveraineté. Et à partir du moment où il constate que celui qui est à la tête de l'État ne se comporte pas au regard des directives de la population, le peuple vend debout, descend et demande son départ. Le cas de M. Blaise Compaoré est un cas d'école. Le cas de M. Roch Kaboré est un cas d'école. Je crois que ces deux exemples illustrent véritablement ce que pourrait faire, ou encore ce qu'est capable de faire le peuple burkinabé, quant à ce qu'il constate que le président de la République n'est pas en phase et ne veut pas couper les liens qui empêchent à ce que ce pays-là puisse décoller véritablement. Je crois que deux choses l'une, soit le président Sandaogo s'entête et il sera inversé par le peuple, soit M. Sandaogo revient dans les bons sentiments, se réajuste aux côtés du peuple, et là il aura une forte légitimité réelle, et à partir de cette légitimité, les décisions qu'il va essayer de prendre pour le compte du peuple aura cet ancrage véritable du peuple. Parce que quoi que l'on dise, aucune armée ne peut protéger un chef d'État plus que son peuple. Effectivement. Et dans le cas d'espèce, le peuple burkinabé est un peuple éveillé. Ce sont des hommes intègres qui savent défendre leur cause et savent également défendre leurs autorités à partir du moment où ils estiment que ces derniers-là travaillent pour leur libération. Donc, j'étais disant que M. Sandaogo a choisi soit à soutenir ceux-là qui empêchent à ce que le pays puisse décoller véritablement, à s'allier avec ceux-là qui ne veulent pas que le pays puisse s'affranchir, en se dotant de leur capacité réelle de défendre leur sécurité, en permettant à ce que ceux-là qui peut-être sont des forces étrangères puissent être ceux-là qui sembleraient lutter ou encore protéger la population. Mais c'est un peu aberrant. S'ils s'entêtent à le faire, connaissant ce peuple burkinabé à travers les expériences précédentes, force de constater que le peuple pourra prendre sa responsabilité et que le combat de ce peuple sera davantage double, notamment leur première mission qu'il ne faut pas abandonner, qui est celle de demander le départ de la Mossad français, de demander la rupture de la coopération militaire et bien entendu cette forme d'expertise internationale qui ne veut rien dire. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en l'incapacité d'avoir des hommes qui peuvent penser à comment est-ce que vous pouvez faire bouger les lignes en termes sur le plan économique, sur d'autres plans, et vous estimez que vous aurez l'expertise des étrangers, des expatriés, pour que vous puissiez davantage faire bouger quelque chose. Pour moi, je l'inscris sur le prisme du paternalisme encore, et même du néocolonialisme. C'est une forme de néocolonialisme, que vous soyez assisté par des Français, par des étrangers. Cela insulte même votre intelligence. Ça veut dire qu'en réalité, la jeunesse burkinabé, le peuple burkinabé est incompétent et ne peut pas prendre en main le destin de son pays en posant sur la table des éléments, des projets, des thèmes qui peuvent, à travers les idées des uns et des autres, apporter leur expertise pour que leur pays décolle par eux-mêmes. C'est une insulte pour la conscience, c'est une insulte pour l'intelligence burkinabé. Le faisant, c'est une forme d'infantilisation, du néocolonialisme, du paternalisme à une autre pareille. Donc, pour ma part, la revendication portée par ce mouvement M30 est une revendication noble. Et que le deuxième combat, comme je l'ai dit pour sortir, c'est que si le président Sandaogo s'entête, le peuple va en même temps lutter contre la France et lutter contre lui. Et là, je crois que entre lui et le peuple,
c'est le peuple qui gagnera. Entre lui et le peuple, c'est le peuple qui gagnera. C'est surtout le peuple qui lui confère son statut de président légitime. Et s'il prend jusqu'ici des décisions qui ne favorisent pas forcément ce peuple-là, on sent clairement qu'il sera en difficulté. Je ne sais pas si on peut toujours avoir Nestor Podassé au téléphone. On ira tout à l'heure de ce côté. Ça veut dire, à vous écouter, monsieur, dame, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba est pour l'heure en train de se tromper de combat. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur la libération du peuple burkinabé, il est en train d'œuvrer pour une réconciliation. Et du coup, on ne peut pas réconcilier un peuple qui est toujours sous le joug du colonisateur. C'est ça, le combat de fond. L'Afrique de l'Ouest est il y a un vent qui souffle véritablement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Un vent de libéralisation, un vent de liberté, un vent d'affranchissement, un vent d'autonomisation, un vent de souveraineté véritable et réelle. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il fallait profiter de cette occasion, de cette aubaine, pour permettre à ce que ceux-là qui empêchent, ceux-là qui tirent les ficelles, ceux-là qui sucent le Burkina Faso en termes de ressources naturelles, puissent davantage quitter ce pays et laisser la possibilité au peuple burkinabé de jouir pleinement de leurs ressources naturelles afin de faire de ce pays un Eldorado, tel qu'a préconisé le très charismatique Thomas Sankara. Je crois que pour ma part, c'est très important de le souligner, tout simplement parce qu'il est important de le dire, que la mise en œuvre de ce programme, de ce projet, est un élément important que toutes les autorités burkinabées en particulier, et les autorités africaines en général, devraient profiter de ce vent de libéralisation qui souffle. Le Mali, le Niger est en train d'emboîter le pas, et je crois que le Niger est plus que jamais déterminé pour demander le départ de la France du côté du Niger. Le Mali est là, le Burkina Faso, le Niger, je crois que c'est un vent, comme l'a dit Nestor Podassé, on ne peut pas arrêter le vent. Si vous ne pouvez pas arrêter le vent, ça veut dire qu'à ce moment, c'est difficile d'arrêter. Et je dis quelque chose de très pertinent pour illustrer que si le peuple burkinabé, à travers le mouvement M30, reste téméraire, le président de la République de transition sera dos au mur et sera obligé de prendre une décision. Parce que si ça monte en intensité, si cette manifestation monte progressivement en termes de puissance, vous verrez qu'il y a une pression manifeste et je crois que quoi que l'on dise, il sera plus que jamais appelé à prendre une décision. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il va tomber. Il va tomber. Donc, ce qui est important de dire, c'est que nous invitons le M30 de ne pas décourager, de ne pas se décourager, de requinquer davantage le moral, de résister surtout, d'être téméraire et d'inscrire ce combat à longue durée. Je donne si ils font ce travail pendant 4 semaines, 4 vendredis ou 2 mois, vous verrez que ce combat va poser ses fruits. Je prends le cas par exemple du Mali pour faire descendre IBK. Il a fallu peut-être 4 vendredis. 4 vendredis de manifestations intenses. Et ça montait en intensité. Je crois que c'est fort de cette pression manifeste. Vous avez constaté véritablement que IBK est tombé. Donc, il faudrait que dans le mouvement, le moral soit haut, qu'il soit téméraire et que le combat soit progressif à travers une forte mobilisation. À partir du moment où cette mobilisation aura un ancrage national, je vous assure, la pression sera manifeste et Sandaogo sera dos au mur et il ne va plus que jamais résister. Et là, ça serait un aveu d'échec, ça sera une humiliation pour lui parce qu'il a encore temps pour lui de prendre une décision, puis encore il bénéficie encore de ce que j'appelle une petite légitimité populaire. Il est en train de perdre la sympathie du peuple. S'il n'agit pas rapidement, il va perdre la sympathie. Et de deux, la décision qu'il prendra in fine sera une décision honteuse. Et il aura honte de prendre cette décision. Pourquoi? Parce qu'on lui laisse le libre choix de bien vouloir prendre cette décision en toute légitimité. Il ne le fait pas, il hésite. Mais plutôt il se comporte comme s'il était contre le peuple. Et je vous assure, si le peuple reste téméraire, il sera sur la pression et il sera plus que jamais à prendre cette décision. Et s'il doit prendre cette décision à ce niveau-là, ça sera une décision de la honte. Alors Nestor, est-ce que vous avez l'impression que le président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est en train de perdre la sympathie du peuple dans la mesure où il se trompe pour l'heure de combat? Je ne sais pas s'il est avec nous.
Ah oui, on me fait signe que notre ami Nestor Podassi, pour le moment, n'est pas avec nous. Le temps peut-être de régler tout cela du côté de la réalisation pour le retrouver. Peut-être avant de se partir, monsieur, dame, on va dire quoi? Il faut garder la tête sur les épaules. Le mouvement, il est en marche. Et comme vous l'avez dit, il faut surtout garder le moral haut afin que, bien sûr, l'intensité pour leur mise puisse porter ses fruits. On retient également que le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Dabiba doit rejoindre le mouvement. Question pour lui également de gagner la sympathie du peuple. Pour l'heure, il jouit d'une infime partie, mais il faudrait vraiment qu'il se joigne à ce mouvement-là afin, bien sûr, de permettre au peuple burkinabé de se libérer, car on ne peut pas parler de réconciliation si le pays est toujours sous le joug du colonisateur. Un mot de fin avant peut-être de se quitter, monsieur Ndama, oui, sur cette actualité du côté du Burkina Faso, surtout quand on sait que vendredi prochain, il y a ces manifestations qui sont également annoncées, cette fois du côté de Bobo Dioulasso, pour demander le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alanda. Bien sûr, je crois que le gouvernement, s'il n'est pas d'accord, et il manifeste déjà son intention de ne pas être d'accord avec le peuple, oui, ils vont poser des actes qui tenteraient à décourager les leaders de ce mouvement. Ça peut être quoi? Des arrestations individuelles. Ça veut dire que chez eux, ils peuvent rester là, on vient les arrêter. Et je crois que si le gouvernement s'illustre dans ce schéma-là, ça pourrait avoir un effet boomerang. Parce que le fait d'arrêter ces leaders-là pourrait davantage énerver le peuple. Oui. Et cela va donc gagner la sympathie davantage du peuple à défendre la libération de ceux-là qui sont arrêtés. Oui, je crois que à tous les niveaux, à tous les égards, le gouvernement doit faire très attention dans ce genre de mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. L'expérience a démontré que le peuple burkinabé est un peuple qui, à chaque fois, lorsqu'il décide d'obtenir quelque chose à travers la rue, il parvient toujours à l'obtenir. Oui. Donc le gouvernement a intérêt à se ranger du côté du peuple pour que, in fine, le fait d'hésiter davantage sur des causes nationales, sur des causes générales, que les autorités soient davantage proches du peuple et écoutent le peuple lorsque le peuple demande quelque chose de fondamental. Oui. Parce que la revendication est une revendication noble, c'est une revendication qui veut libérer le peuple et toute autorité est là pour participer à l'amélioration des conditions de vie du peuple. Donc, in fine, c'est un combat qui se joint du côté des autorités et que les autorités doivent tout simplement accompagner ceux-là afin que la libéralisation du Burkina Faso soit effective. Et je tiens à leur rappeler que ça ne sera pas une chose facile. Ouais. Ils vont travailler sur le moral, ils vont essayer de déstabiliser, essayer de casser ce moral-là. Il faudrait qu'il soit fort et reste téméraire et que la manifestation monte en intensité avec la mobilisation. Okay. Lorsque les deux seront jointes, je vous assure, le gouvernement sera dos au mur et ils vont